Ce bloc d'alimentation a 50 ans, certainement. Est-ce qu'il fonctionne encore? Et si oui, est-ce qu'il rencontre ses spécifications d'origine? Bidouilleur, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se concentrer sur ce bloc d'alimentation. C'est un modèle Power Designs, modèle 2005. Bloc d'alimentation, conception des années 60, probablement la fin des années 60, quelque chose comme ça, juste à voir l'allure de l'appareil, on s'en doute bien. Ça sera confirmé tantôt. C'est un bloc d'alimentation qui m'a été donné par André. Merci André, c'est bien gentil. Alors, je ne connais pas l'état de l'appareil. On va donc le vérifier aujourd'hui. Rapidement, les spécifications, 0 à 20 volts, CC, 0 à 500 mA. Donc, jusque-là, c'est rien de particulier. Ceci dit, c'est que c'est un bloc d'alimentation de laboratoire de haute précision. Il a une résolution jusqu'aux 100 microvolts. Donc, beaucoup de chiffres après le point. Donc, c'est son intérêt particulier, donc l'intérêt de le remettre en fonction parce que c'est plus qu'un simple petit bloc d'alimentation ordinaire, si on peut dire. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui ressemble un peu à ce que je vais faire aujourd'hui. C'était ma vidéo numéro 228. Je vérifiais, donc je faisais une réparation de guillemets, bien que le bloc d'alimentation n'était pas défectueux, du bloc d'alimentation Hewlett-Packard HP 6112A. Donc, si vous voulez vous y référer aussi, c'est un bloc d'alimentation aux spécifications très similaires, sauf pour la tension maximale. Alors, mais ceci dit, il y a besoin d'une révision. On doit le vérifier à l'extérieur, sa condition extérieure. On doit vérifier la condition intérieure avant de mettre l'appareil en fonction, bien sûr. Et par la suite, lorsque ça sera fait et que c'est satisfaisant, on pourra vérifier, mesurer quelques-unes des spécifications pour voir s'il rencontre encore les spécifications d'origine, entre autres, la justesse de la tension de sortie. Alors, j'ai tout de suite noté qu'il y a un des contrôles ici qui est figé dur. C'est l'ajustement de la limite de courant, il ne bouge plus. Alors, c'est peut-être juste que le potentiomètre est séché ou collé à l'intérieur. Alors, il faudra voir à le faire fonctionner. Mais sinon, je vous montre tout de suite les étapes pour le mettre en fonction et le vérifier. Alors, c'est un appareil de haute résolution, comme mentionné, 0 à 20 volts, 0 à 500 mA. Courant limité, donc on peut ajuster le courant. Ceci dit, le bouton est figé complètement d'ajustement de la limite de courant, donc ça va nécessiter de l'entretien. Je ne sais pas s'il est brisé ou juste figé. Il est très dur. Il va falloir nettoyer le potentiomètre, évidemment. Alors, l'appareil fonctionne de la façon suivante. On a des verniers, des ajustements, donc des couronnes et des boutons sur un axe central. Et donc, on peut ajuster la tension. Ici, vous voyez, par exemple, j'aurais 7.367 volts et on va chercher en plus une résolution de 100 microvolts. Donc, ça sera 7.3674 par exemple ici, tel que réglé. Et on est capable, c'est un potentiomètre, donc on est capable d'aller chercher apparemment 10 microvolts de résolution, sauf que ce n'est pas gradué. Donc, on peut dire que ça s'arrête à 100 microvolts au niveau de la résolution. Et donc, on se comprend que c'est un bloc d'alimentation qui a une résolution beaucoup, mais beaucoup plus fine que le bloc d'alimentation d'établi moyen, là. Ça, c'est clair. Donc, c'est un appareil de précision. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une chambre en température, ce qu'on appelle un oven en anglais, donc un fourneau ou un four, qui maintient une série de composants qui sont critiques pour la référence de tension interne, ce four maintient ces composants-là à une température élevée au-dessus de la température ambiante. Ça peut être 50 Celsius et plus, 60 Celsius, peu importe, de sorte que les variations de température extérieure n'ont pas d'impact sur la stabilité de la référence interne et donc la stabilité de la tension de sortie jusqu'à un certain point.
Alors, cet appareil-là a deux plages de fonctionnement, deux gammes. On a 0 à 10 volts et 10 à 20 volts. Donc, on choisit si on veut travailler de 0 à 10. Et donc, on ne fera qu'ajouter 10 volts à la lecture ici. Par exemple, si je mets de 10 à 20, ce sera 17,3676, par exemple, volts. Donc, appareil très intéressant qui peut servir donc de référence de tension. On parle d'une exactitude, d'une justesse là, de 0,1% plus 1 millivolt. Donc, quand même très bien. Lorsqu'on veut avoir une tension comme référence là, pour notre usage commun, ben, on peut ajuster la tension de référence. Évidemment, il y a moyen de faire mieux avec des références modernes, mais l'avantage de cet appareil-ci, c'est que c'est variable, c'est ajustable. Donc 0,1%, c'est très bien pour la grande majorité des applications qu'on peut avoir. Bon, alors, je vous ai mentionné que c'est figé ici. Ici, ça ne l'est pas, mais tout ce qui est variable, ajustable, on va nettoyer ça à l'interne. Du moins, on va tenter. Même chose pour les sélecteurs ici. Il est fort à parier qu'il va y avoir des mauvais contacts sur les sélecteurs. C'est un appareil des années 60, donc il a vu au moins une cinquantaine d'années. Je dis des années 60, conçu dans les années 60. Peut-être celui-ci a été fait dans les années 70, là. Donc construit. On va voir en dedans s'il y a des dates de fabrication. Peut-être qu'on pourra trouver notre réponse. Alors, interrupteur d'alimentation. Les interrupteurs, là, c'est de la haute qualité. Là, on sent là, que ça nous laisse une bonne rétroaction dans les doigts là, lorsqu'on les opère. Donc, c'est très bien. Masse flottante, sortie flottante, donc masse séparée, ce qui est très bien aussi. On va aller voir en arrière maintenant. Qu'est-ce qu'il y a à faire du point de vue sécuritaire avant de mettre cet appareil sous tension. Alors, l'arrière de l'appareil est moins rempli, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne les spécifications générales de l'appareil et on nous donne comment faire les branchements pour les différents modes d'opération. Alors, j'y reviens. Première chose qu'on va regarder, c'est l'état du cordon d'alimentation. Un appareil de cet âge, qui potentiellement a une cinquantaine d'années, tout transistor, soit dit en passant, il n'y a pas de tube à vide là-dedans. Un appareil de cet âge-là pourrait avoir un cordon qui commence à s'effriter, à montrer des signes d'usure. Le cordon ne montre pas de signes d'effritement, d'usure, il est flexible, il est encore bien beau, sauf qu'il y a eu quelqu'un qui a, on le voit par un fer à souder, endommagé le câble ici. Et on est capable de voir, si on force la gaine, on est capable de voir un peu de cuivre juste au bout de mon ongle. Donc ce n'est pas beaucoup, mais c'est du cuivre exposé quand même. Alors, il n'y aura pas de court-circuit entre les deux fils. On voit que c'est juste en surface d'un des deux conducteurs. Et je vais temporairement, évidemment, mettre, je vais l'enrubanner là, de ruban électrique. Là. Et puis, ça fera pour les essais d'aujourd'hui, mais définitivement, il faudrait remplacer ce cordon. Car il y a risque ici à la longue, avec la torsion, tout ça, il y a risque qu'il y ait court-circuit. OK? Ensuite, la grande majorité des blocs d'alimentation de labo, en tout cas ceux de plus haute gamme, je vais dire ça comme ça, par exemple les HP, Power Designs, le Tektronix, toutes ces marques, ont la possibilité de faire une mesure de la tension au bout d'un câble. Donc, autrement dit, prendre en considération les chutes de tension dans un long câble qui irait vers la charge qu'on veut alimenter. Et donc, il y a possibilité de brancher des fils séparés sur les bornes S+, et S-. Dans la grande majorité des cas, ça ne nous intéresse pas de le faire. Alors, on doit absolument mettre des cavaliers entre la sortie plus et la borne S+, et entre la sortie moins et la borne S-. Si les cavaliers ne sont pas présents, le bloc d'alimentation ne fonctionnera pas, la régulation ne fonctionnera pas bien. Alors, il faut absolument s'assurer avant d'utiliser ou avant de déclarer un bloc d'alimentation comme étant défectueux, il faut s'assurer que les cavaliers soient là. Et ils le sont. Ça, c'est correct. Il y a un autre cavalier ici, dans ce cas-ci, qui est nécessaire. Si on veut contrôler la tension à distance, on mettra un potentiomètre, ou en tout cas un rhéostat, entre ces deux bornes. Dans le cas où on ne veut pas faire ça, on doit mettre un cavalier entre les deux.
Et c'est le cas à nouveau ici. Donc, les cavaliers sont présents. On sait qu'on sera correct là-dessus. Rapidement, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne les spécifications et on voit ici que la régulation est de 100 microvolts pour toute variation de tension de secteur. Alors, c'est pas beaucoup, 100 microvolts sur la sortie de variation maximale. Et au niveau du bruit, donc le bruit résiduel sur la sortie CC du bloc d'alimentation, 100 microvolts crête. Hey, je ne sais pas si vous le savez, mais ce n'est vraiment pas beaucoup pour un bloc d'alimentation, 100 microvolts crête. Donc, c'est définitivement un bloc d'alimentation qui est un bloc de précision, de labo. Ceci dit, 50 ans plus tard, il faudrait voir si c'est encore 100 microvolts. Vous comprendrez que les condensateurs n'ont peut-être plus l'efficacité qu'ils avaient. Donc, le filtrage interne n'est peut-être pas aussi bon qu'il l'a déjà été. Mais quand même, ça nous donne une bonne idée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Étape suivante, même avant d'alimenter, on ouvre le couvercle, on regarde à l'intérieur pour des dommages quelconques. OK, alors 4 vis plus tard, 4 petites vis, le couvercle est enlevé. Première constatation, définitivement technologie des années 60. Je remarque tout de suite que les voyants ici sur le panneau avant, il y en a 3, ici et ici. Ils ont été remplacés, si vous regardez la gaine rétrécissante d'un beau bleu, là, c'est pas 1968 ça. Okay? Alors, les 3 voyants, ce sont des ampoules néon, ont été remplacés dans la règle de l'art. Ça semble bien fait. Il y a un adhésif noir qui a été utilisé pour les coller en place sur le boîtier. C'est pas surprenant que les voyants d'origine aient grillé. Alors, ça, c'est un problème de régler. C'est donc positif. Peut-être que les 3 vont bien fonctionner, donc. Je note aussi la date tout de suite. Regardez la date de l'appareil, c'est écrit 68-17, juste ici, sur le condensateur. Donc, définitivement, la fin des années 60 au niveau de la construction, peut-être 69, 70, mais dans ces années-là, le condensateur, lui, en particulier, 1968. Alors, qu'est-ce qu'on note aussi? Un gros rhéostat au fond, rhéostat de puissance, certainement peut-être 2 watts, là, pour l'étalonnement de l'appareil. Il est à l'interne, il faut retirer la plaque inférieure pour y avoir accès, donc l'ajustement. 2 banques, en fait c'est 4 banques de résistance de précision. Alors sans surprise, on sélectionne la tension de sortie avec une série de résistances, il y en a beaucoup, de 0,1%. C'est bien ce qui est écrit ici. Donc 0,1%. Alors, ce sont des résistances de précision qui nous permettent d'aller chercher toutes les tensions en sortie. Notre chambre en température est ici, le cylindre rouge. Il y a un amplificateur différentiel et c'est à base d'amplificateur différentiel que cet appareil fonctionne. Il compare la tension de sortie divisée avec la tension de référence et donc fait des ajustements pour maintenir la tension de sortie égale à la tension demandée. Bon, ensuite, on voit qu'au fond, il y a une grande plaquette de circuits imprimés, montée avec des résistances de composition de carbone. Ce sont de bonnes résistances quand même, donc devrait être quand même dans les normes de résistance. Donc l'appareil, on verra bien la justesse, là, mais tout semble correct. Alors, la partie inférieure, c'est intéressant, la plaquette de circuit imprimé. Ce n'est pas une plaquette de circuit imprimé, comme je l'avais mentionné. C'est une plaquette en FR4, donc verre époxy, mais c'est du point à point. On voit les transistors ici qui sont montés à l'envers et interconnectés sur ce que j'appelle des poteaux, là, en tout cas des points de contact, des bornes qui sont distribuées donc, et placées sur mesure, bien sûr, sur la plaquette. Donc, intéressant comme montage. Bon, ils ont évité d'utiliser une plaquette de circuit imprimé. On parle des années 60. Ils auraient pu le faire, mais bon, j'imagine qu'éventuellement, le circuit aurait été converti en une plaquette circuit imprimé. Donc, c'est un assemblage à la main, point par point, et non pas assemblé par machine. Tout est fait à la main ici. Quand même intéressant. Potentiomètre, gros potentiomètre, deuxième potentiomètre d'ajustement ici. Il faudrait voir à quoi il sert dans le manuel, mais c'est bien sûr pour ajuster la limite de courant, ajuster le mouvement aiguille à l'avant, probablement essentiellement cela. Les condensateurs électrochimiques, électrolytiques, ce sont des condensateurs de haute qualité
C'était la compagnie Sprague à l'époque qui fournissait ce genre de condensateur. Et évidemment, c'est un appareil de laboratoire où on ne coupe pas les coups. Clairement, ce n'était pas de la camelote, là. Sur le côté, on a un transistor de puissance, il semble bien, 1968, semaine 29, si je lis bien. Alors ça, c'est probablement le transistor qui fait la régulation de la sortie. Donc, prend toute la puissance ou à peu près. On a un mouvement d'Arsenval, donc un mouvement aiguille avec un ajustement à l'arrière ici de tension pour ajuster l'aiguille, bien sûr, pour qu'elle soit juste par rapport à la vraie tension. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à mentionner? Ouais, fait essentiellement, à part la plaquette du fond, mais même la plaquette du fond a beaucoup de fils, comme vous voyez, là. Cet appareil est essentiellement monté en point à point avec du câblage, du filage et rien de particulier. Ce n'est pas du filage en téflon, je le touche, là, mais ça ne fait rien. Donc, c'est définitivement construction des années 60, mais ça n'enlève pas ses qualités d'être un instrument de laboratoire qui pourrait servir un bloc d'alimentation de nos jours. Ça peut tout aussi bien servir qu'il y a 50 ans. Donc, maintenant, il ne reste plus rien qu'à le mettre sous tension, si on a confiance, bien sûr, que tout est correct, aucun écoulement des condensateurs, aucun dommage apparent, aucune résistance surchauffée, noircie. Je ne vois aucun dommage. Donc, je suis confiant qu'en le mettant sous tension, il ne devrait pas y avoir d'incendie instantané. Et j'ai enrubanné le câble d'alimentation de secteur. Donc, prochaine étape, est-ce qu'on le branche directement ou on le branche sur un transfo d'isolement dans ce cas-ci? Est-ce qu'on le branche avec un autotransformateur? L'autotransformateur pour un bloc d'alimentation, moi, je n'ai pas tellement confiance. Monter graduellement la tension, l'appareil n'est pas conçu pour fonctionner des tensions plus basses. J'aurais peur de causer des dommages au circuit de régulation. Donc, je vais y aller directement avec la pleine tension de secteur. On peut le brancher sur un transformateur d'isolement. Si on a crainte qu'il y a risque d'électrocution ici. J'ai un transformateur d'isolement, mais je ne vous le montrerai pas. Il est immense, il est plus d'1 kW. Il est par terre et il va y rester. Alors, j'ai branché l'appareil. La lumière oven, donc le four, s'allume. Ça fait une dizaine de minutes que je l'ai mis sur le secteur. Remarquez que l'appareil est éteint, mais le four est quand même en chauffe et maintenu à la bonne température. Et d'ailleurs, si je touche le four, l'élément rouge que je vous avais montré précédemment, bien, sans surprise, il est chaud. Donc, ça, c'est un autre bon signe. Ça veut dire que ça regarde bien là, pour l'appareil. Ça veut dire que sa justesse risque d'être bonne puisque le système de chauffe, de maintien fonctionne bien. Ah, vous voyez, la lumière s'est éteinte. Donc, ce qui veut dire que le four a atteint sa température et ça va s'allumer et s'éteindre toujours. Donc, c'est un peu un inconvénient. L'appareil est branché lorsqu'on le laisse sur le secteur. Il est donc alimenté, même s'il n'y a pas de sortie. Une partie de l'appareil est alimentée pour faire fonctionner le four. Et donc, forcément, si on ne s'en sert pas souvent de ce bloc, on devrait débrancher parce que je pense qu'on gaspille de l'électricité. Et lorsqu'on va se servir de ce bloc, c'est probablement plus lorsqu'on a besoin d'une justesse en tension, vu que c'est un bloc d'alimentation de haute précision. Alors voilà, première constatation, tout semble bien. J'ai mis tous les contrôles à zéro. Tout est à zéro, le vernis aussi. Le contrôle de courant, je l'ai laissé tel quel, il est toujours figé. Il faudra voir comment le faire fonctionner. Je vais donc mettre l'appareil sous tension lorsqu'on a zéro. Et je vous affiche le voltmètre HP3478A, mon voltmètre d'établi qui, au passage, est étalonné par une firme externe. Donc, vous pouvez avoir confiance sur les lectures de tension. Et voilà, alors on a tout près de zéro, hein? C'est parfait, 600 microvolts, là. On est très près de zéro. Alors, je vais monter à 1 volt. Je crois que c'est ce bouton-ci pour le chiffre juste ici. Et voici à 1 volt. Et on obtient 1,0004.
je vous souligne que la justesse, la précision en anglais, est de 0,1%, ce qui est donc 1 millivolt maximum d'erreur. Alors, on est à 0,34. Donc, on est au tiers de la limite de sa tolérance. Donc, il est définitivement bon là-dessus. Il n'y a aucun problème. Je vais aller un peu plus haut en tension. On va voir s'il est toujours bon. 5 volts. Bien oui, hein? On est toujours moins que 1 millivolt de, voilà, 5.0000. Donc, le multimètre n'affiche pas les autres zéros parce que c'est exactement 5. Alors, je vais continuer à monter. Alors ici, encore une fois, très bien. On voit qu'il prend quelques secondes à se stabiliser. Il y a peut-être échauffement des composants internes, exactement 8 volts, à 4 chiffres après le point. OK, je peux vous le dire là, sur le multimètre. Et bon, alors tout semble bien correct de ce côté-là. Vous voyez, encore une fois, très bien, ma foi. Quand un appareil est bien conçu, vous en avez la démonstration 50 ans plus tard. Il est toujours pile poil. Très, très bien. Évidemment, il n'est pas impossible qu'il y ait des mauvais contacts sur les interrupteurs et c'est certain que je vais les nettoyer. Mais encore une fois, on est toujours à moins qu'1 millivolt, ce qui est excellent. On va aller changer l'autre contrôle ici. Bon, là, on est à 9.420. Alors, on est à 9.424,5. Là, il y a définitivement un écart. Mais c'est toujours dans les normes. C'est toujours dans le 0,1%. Mais on voit que ça bouge et il est possible... Oui, en effet. Alors là, on commence à voir les contacts qui doivent être nettoyés. Si on bouge un peu les contrôles, les interrupteurs rotatifs, on voit que ça bouge. Alors, je suis persuadé, voyez-vous, j'ai quoi ici? 9.410, 9.499. Alors, définitivement, il y a un problème sur les contrôles. Eh oui, OK. Alors, c'est ça. Alors, on va nettoyer et on revérifiera par la suite. Tout est correct. Alors, je vais remettre ça à 0 ici. 9.404. Eh bien, oui. C'est bon, ça c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors, ça semble très bien. Celui-ci, les centièmes de volt, semble encrassé cependant. Oui, définitivement. Alors, je vais aussi maintenant voir, je vais remettre ça à 0, puis on va regarder le vernier qui va chercher les centaines de microvolts. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, je suis à 9. OK, parfait. Et là, je vais monter à, disons, 200 microvolts. Alors, j'étais à quoi? J'étais à 4? Oui. Alors, je mets plus 2, ça fait 6. Oui, c'est bon. Plus 4, ça doit faire à peu près 8, le dernier chiffre. Oui. Je vais aller chercher le 10. Alors, c'est 9.000 plus 10. Donc, on est toujours dans les tolérances, puisqu'on est 3 millivolts au-dessus. Donc, si je me remets à 0, on est 2,3 millivolts au-dessus, alors que la norme serait de 9 millivolts. Là. Donc, très bien. Champion. L'appareil est très fonctionnel. Maintenant, il va falloir essayer le courant, parce que je n'y ai mis aucune charge. Alors, je vais lui mettre une charge quelconque, et on verra si tout fonctionne toujours bien. Mais à première vue, c'est bien correct. Bien, bien correct. Maintenant, je suis à 9 volts. Au niveau du mouvement ici, je dirais 9.1, 9.2. Alors, peut-être qu'il y aura un petit ajustement à faire sur le mouvement d'Arsonval. Ça, c'est vraiment pas grand-chose à faire, bien sûr. Et on n'a jamais là. Ça, c'est juste une indication. Mais ce n'est pas du tout assez précis comparativement aux contrôles ici qui sont beaucoup plus précis. Alors, oui, on pourrait le remettre pile poil, mais ça ne dit pas grand-chose en bas de, je vous dirais, 1/10 de volt. La graduation est beaucoup trop grossière. Là. Au niveau du courant, c'est peut-être un peu mieux, mais quand même. On va regarder ça. Maintenant, je vais lui mettre du courant. Alors voilà, j'ai branché une charge sur l'appareil et maintenant je limite le courant par le contrôle
de courant. Je l'ai ajusté à 500 mA sur le mouvement ici, sur l'aiguille. Et on peut le faire soit avec la charge directement pesée, et si la charge n'est pas connectée, on peut appuyer sur le bouton ici, et ce qui nous permet d'ajuster le potentiomètre que j'ai réussi à faire tourner en forçant, là. Il est simplement collant à l'interne. On va le nettoyer comme il faut tantôt. Mais on voit bien qu'il est à 500 mA. L'échelle du bas, je suis en milliampères ici. Et donc, je l'ai ajusté à 500. Et si je branche ma charge, bien sûr, c'est environ 500, effectivement. Et 494 sur l'ampèremètre que vous voyez à l'écran. Donc, je peux le monter un tout petit peu. Là, on voit que l'aiguille est exactement à 500. Et on est là à 499 mA. Donc, ça semble bien fonctionner. Si je limite le courant un peu plus et je l'amène sur l'aiguille ici à 400, bien, on a à l'écran 392, 393. Donc, on est très près. C'est peut-être pas tout à fait, là. Le 400, ça serait ça ici. Et on voit qu'il y a une largeur d'aiguille à côté. Pour ce qui est du 300, c'est la même chose. Si je le mets dessus, 292. Donc, il y aurait peut-être lieu d'étalonner l'ampèremètre un peu mieux. Et ça, j'imagine, dans le manuel, on nous dit comment le faire. Donc, il y a des réglages pour ce genre de lecture. C'est peut-être le gros potentiomètre dans le bas. De toute façon, la fonction limite de courant, c'est plus une question de protection que pour faire une mesure exacte. On s'entend ici que le mouvement aiguille n'est pas une mesure très exacte. De nos jours, on utilise des multimètres qui sont beaucoup plus justes, beaucoup plus qui ont une bien meilleure résolution, bien sûr. C'est pour nous donner une bonne idée quand même. Mais ceci dit, je ne vois pas de défaut à cet appareil autre que besoin de nettoyer les contacts sur les sélecteurs, besoin de nettoyer les potentiomètres, un petit nettoyage interne à l'air, certainement l'air comprimé pour enlever la poussière. Mais sinon, il est prêt à reprendre du service. Et pour évaluer le niveau de bruit, je me branche avec un câble coaxial sur la sortie. Pas question d'utiliser des fils de multimètre traditionnels. Câble coaxial pour garder le bruit le plus bas possible. Branché sur ce voltmètre CA à large bande. Et comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de bruit. 87 microvolts RMS dans une bande passante de 2 MHz. Donc, c'est un bloc d'alimentation qui est franchement pas bruyant. Alors, pour nettoyer les contacts, on me demande souvent qu'est-ce que tu utilises. Moi, j'utilise un nettoyeur de contact et potentiomètre habituellement là, assez commun qui se vend à 6, 7, 8 $ canadiens. Là. Donc, c'est une bombe en aérosol avec nettoyant à base d'alcool, peut-être un peu de distillant pétrole et il y a un petit peu de lubrifiant dedans, mais ce n'est rien de très scientifique. Là, vous pouvez acheter votre marque locale. Bon, il existe mieux, par exemple, des nettoyants lubrifiants de la marque Deoxit. Deoxit a la réputation d'être un des meilleurs nettoyants lubrifiants sur le marché. Celui-ci est particulièrement formulé pour les potentiomètres, les faders, donc potentiomètre rhéostat, ainsi de suite. C'est avant tout un nettoyant avec un petit peu de lubrifiant dedans. Il existe une concentration de lubrifiant plus forte, le F100. Il existe aussi le Deoxit D5, qui est un nettoyant de contact général. On peut utiliser celui-ci aussi pour nettoyer des contacts. Mais vous voyez la grosseur de la bombe en aérosol, c'est pas gros. Ce n'est que 142 grammes et c'est 30 $ canadiens. Donc, vraiment cher. Donc, on va l'utiliser seulement aux endroits où c'est vraiment critique. Dans les potentiomètres, on met quelques petits... Mais pour le nettoyage général de beaucoup de contacts, plutôt que de dépenser beaucoup de sous sur un lubrifiant nettoyant comme celui-ci, je vais prendre la bombe générale. Et j'utilise mon nettoyant. J'en mets assez quand même et je fais travailler mes contacts en rotation. Et je le fais sur toutes les couches du sélecteur. Et il y en a des deux côtés. Je vous épargne tout le travail. Mais ça nécessite le temps qu'il faut. On peut mettre 2 fois du nettoyant. On en met une première fois, on actionne, on en met une deuxième fois pour, si vous voulez, rincer encore mieux le contact. Ça va dégoûter au fond de l'appareil, mais ça s'évapore. Excellent. J'ai oublié de vous mentionner, dans mes étapes initiales de vérification, j'ai vérifié que les deux fusibles étaient bons et qu'ils avaient la bonne limite
en ampères comparé à ce qui est écrit sur le panneau arrière. Donc ça, c'est une chose importante à faire parce que souvent les gens font sauter un fusible et en mettent un d'une valeur plus grande parce qu'ils n'ont pas exactement la valeur requise. Donc, à vérifier. Alors, j'ai nettoyé tous les contacts, y compris le potentiomètre. Il fonctionne très bien. Il est encore dur et j'en suis venu à la conclusion que c'est probablement la graisse due aux années là, qui s'est séchée et puis qui est plutôt durcie. Alors, ça devient plus difficile à lubrifier et il fonctionne très bien. On entend très bien le frottement du curseur sur les enroulements de fils résistifs. Donc, ce n'est pas un problème en soi. On laisse ça comme ça. J'ai vérifié donc à nouveau les tensions, à plusieurs tensions, et là, il n'y a plus de doute. Tout est stable, fixe, peu importe la position des boutons rotatifs. J'ai aussi vérifié le bruit parce que je vous l'ai montré à une tension, là, mais je l'ai vérifié à d'autres tensions. Il n'y avait pas non plus de difficulté. C'était sous les 100 microvolts, peu importe la tension choisie. Donc là-dessus, aucun problème non plus. Maintenant, concernant le manuel, c'est un manuel d'utilisation et un manuel de service. Je vous mets un lien dans la description ci-dessous puisqu'il est possible de lire plus le fonctionnement de cet appareil. C'est très bien expliqué en anglais malheureusement dans le manuel avec un schéma et tout et tout. Donc, vous pouvez vous y référer si vous êtes curieux. Alors, ce genre d'appareil, on peut se le procurer pour moins de 100 $. Je vous dirais typiquement 40-50 $. C'est probablement la norme, en tout cas certainement en bas de 100 $ pour un appareil en ordre. Donc, ce n'est pas très onéreux d'avoir un appareil de cette précision et de cette qualité dans son laboratoire. Alors, il reste quoi à faire? Ben, je vais nettoyer l'extérieur, la devanture, comme il faut avec une brosse à dents, de l'alcool, le dessus de l'appareil, il y avait des traces d'âge, bien sûr, un peu de gomme et ainsi de suite. On va tout nettoyer ça. Et l'appareil va redevenir propre comme une pièce de monnaie en nickel neuve. Il ne restera plus qu'à remplacer le câble de secteur, parce que oui, il faut y voir absolument. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui a montré les démarches de remise en marche, remise en route de ce bloc d'alimentation de précision. Si vous avez apprécié, bien, vous pouvez me donner un pouce vers le haut, ça serait bien gentil de votre part. Je vous remercie de continuer à me suivre et je vous dis à la prochaine.